Le vaisseau argenté fendait l'obscurité de l'espace tel un oiseau gracieux. Sa surface lisse était constellée de symboles qui scintillaient doucement sous la lumière des étoiles. C'était l'œuvre harmonieuse, la fierté du Concordat galactique. À bord, l'ambassadrice Veltra se tenait devant un grand écran, les avant-bras croisés derrière le dos, plongée dans ses pensées. La voilà, dit-elle doucement. La Terre, la planète bleue et verte, tournait lentement sur l'écran. Des nuages blancs tourbillonnaient à sa surface. Elle paraissait paisible, magnifique. Et d'après toutes leurs données, elle abritait une espèce qui venait d'apprendre à voyager entre les étoiles. L'assistant de Veltra, un jeune Xantari nommé Kort, s'approcha avec une tablette de données. Ambassadrice, les dernières analyses sont terminées. Les humains ont établi 7 colonies dans leur système solaire. Leur technologie est rudimentaire, mais fonctionnelle. Ils possèdent des moteurs supraluminiques simples, des armes à énergie et des boucliers défensifs standards. Classification de niveau 3 demanda Veltra. Oui, ambassadrice. Niveau 3 standard. Ils sont exactement là où nous les attendions. La voix de Cort était empreinte de l'assurance de quelqu'un qui récite une formule éprouvée. Ils ont atteint le vol interstellaire il y a environ 30 ans. Ils apprennent encore. Ils progressent encore. Veltra hocha lentement la tête. Elle avait déjà fait cela de nombreuses fois. Au cours des 3000 dernières années, le Concordat galactique a accueilli cette espèce en son sein. À chaque fois, le même schéma s'est répété. Une jeune espèce découvre le voyage supraluminique et s'aventure timidement dans la galaxie. Le Concordat la repère, lui tend la main et l'intègre à la communauté des mondes civilisés. C'était un bon système, un système pacifique. Le Concordat protégeait les jeunes espèces des dangers de l'espace. Pirates, astéroïdes errants, phénomènes inexplorés capables de détruire des colonies entières. En échange, ces espèces apprenaient des races plus anciennes. Elles accédaient à une technologie plus avancée, à des routes commerciales et à des millénaires de sagesse accumulée. Préparez les présents diplomatiques, ordonna Veltra. Nous approcherons directement leur monde d'origine. Envoyez la salutation standard dans toutes les principales langues humaines. Immédiatement, ambassadeur. Cort s'inclina et s'éloigna précipitamment. Veltra se retourna vers l'écran. Elle était confiante quant à cette mission. Les humains semblaient être une espèce prometteuse. Ils avaient surmonté leurs conflits internes et s'étaient unis sous un gouvernement planétaire unique. Ce seul fait témoignait de leur maturité. De nombreuses espèces restèrent divisées même après avoir conquis les étoiles. L'expédition harmonieuse se poursuivit au cœur du système solaire. Elle croisa d'immenses, géantes gazeuses, des anneaux de glace et de roches, et de petites stations humaines qui surveillaient les planètes extérieures. Aucun humain ne tenta de les arrêter. Tant mieux. Ils avaient quand compris que le Concordat était venu en temps de paix. Dans la salle de préparation du vaisseau, Cor supervisait la disposition des présents diplomatiques. Il y avait des cristaux d'information renfermant des connaissances scientifiques, des technologies médicales capables de guérir des maladies, des techniques agricoles pouvant nourrir des milliards d'êtres humains, des systèmes énergétiques propres et efficaces. Le Concordat apportait toujours des présents. C'était leur coutume. Croyez-vous qu'ils accepteront rapidement ? Demanda un jeune diplomate, un être flottant composé de gaz organisés, appelé Tessien. Cor sourit. Ils acceptent toujours. Quel choix ont-ils? Ici, dans l'obscurité, seuls et vulnérables. Nous leur offrons sécurité, prospérité et amitié. Seul un fou refuserait. L'engin, fruit d'une collaboration harmonieuse, atteignit la Lune et se plaça sur une orbite stable. Veltra envoya les salutations officielles. Moins d'une heure plus tard, les humains répondirent. Ils furent invités à rejoindre une station spatiale en orbite autour de la Terre. Les humains la nommèrent Station Unité. Tandis que Veltra se préparait à descendre, elle passa en revue ce qu'ils savaient des humains. C'étaient des mammifères, comme plusieurs autres espèces du Concordat. Ils respiraient de l'oxygène. Ils avaient 2 bras, 2 jambes et des visages expressifs. Ils tissaient des liens sociaux forts et accordaient une grande importance à l'honneur, au courage et à la famille.
des traits très familiers. Ils s'intégreront parfaitement au Concordat, dit-elle à Cor tandis qu'ils montaient à bord de la navette. Peut-être que dans quelques siècles, ils accueilleront eux-mêmes de nouvelles espèces. La navette descendit vers la station Unity. Par le hublot, Veltra aperçut la Terre en contrebas. Elle songea aux milliards d'humains qui peuplaient ce monde. Bientôt, il découvrirait qu'il n'était pas seul dans l'univers. Il se ferait des amis, des alliés et des maîtres parmi les étoiles. La navette s'amarra sans encombre. Les sas sifflèrent sous l'effet de la pression équilibrée. Veltra rajusta sa robe de cérémonie et s'avança. La porte s'ouvrit et elle aperçut pour la première fois des humains. Ils étaient plus petits qu'elle ne l'avait imaginé. Ils portaient des uniformes bleu foncé, simples mais professionnels. Leurs visages étaient calmes et sereins. Une femme aux cheveux gris et au regard perçant s'avança. « Bienvenue à la Station Unity », dit-elle dans un langage clair et conforme aux standards du Concordat. « Je suis la secrétaire générale Martinez du gouvernement Terre-Unie. Votre visite est un honneur. » Veltra s'inclina selon le rite du Concordat. « Je suis l'ambassadrice Veltra du Concordat galactique. Nous venons porteurs d'amitié et d'une invitation à rejoindre la communauté des mondes civilisés. » Martinez sourit poliment. « Nous vous remercions de votre offre. Cependant, nous souhaiterions un peu de temps pour examiner votre proposition avant de prendre une décision. 48 heures vous conviendraient-elles » Veltra cligna des yeux, surprise. D'ordinaire, les nouvelles espèces étaient impatientes, presque désespérées, d'accepter. Ils posaient des questions, certes, mais ils prenaient rarement le temps de réfléchir à une éventuelle adhésion à la plus puissante alliance de l'espace connu. « Bien sûr, » répondit Veltra d'un ton assuré. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Pourtant, un léger doute commençait à l'envahir. Ces humains étaient d'un calme olympien. Ils ne manifestaient ni peur, ni excitation, ni étonnement. Ils agissaient comme s'il s'agissait d'une simple réunion diplomatique, et non du moment le plus important de l'histoire de leur espèce. Ce premier contact avait quelque chose de différent. Veltra n'arrivait pas encore à comprendre quoi. La salle de conférence de la station Unity était conçue pour être neutre et accueillante. Une lumière douce éclairait une grande table ronde. Des fauteuils confortables accueillaient des êtres de taille et de formes diverses. D'un côté était assise la délégation du Concordat, de l'autre, les représentants humains. L'ambassadrice Veltra activa un écran holographique. Des images de mondes magnifiques apparurent dans les airs, au-dessus de la table. Des cités de cristal et de lumière, de vastes jardins nourrissant des milliards d'êtres, des vaisseaux sillonnant paisiblement les étoiles. « Voilà ce que propose le Concordat », déclara Veltra avec chaleur. « Depuis 3000 ans, nous maintenons la paix sur 47 mondes. Nous partageons librement nos technologies. Nous réglons nos différends par le dialogue, non par la violence. Nous nous protégeons mutuellement des dangers de la galaxie. » La secrétaire générale Martinez observa attentivement les images. Son visage trahissait de l'intérêt, mais elle demeurait professionnellement neutre. Qu'attendrait-on de la Terre en retour? Très peu au début, expliqua Cor avec enthousiasme. Vous auriez le statut de membre junior. Vous apprendriez nos coutumes et adopteriez nos normes en matière de voyage et de communication spatiale. Avec le temps, vous contribuerez à notre défense commune et participerez à nos réunions du Conseil. Mais ce sera dans plusieurs années. Membre junior, répéta Martinez. Pour combien de temps? Veltra fit un geste qui signifiait patience. Cela varie selon les espèces, généralement entre 100 et 200 ans. Cela vous donne le temps d'apprendre et de vous adapter sans pression. L'un des représentants humains, l'amiral Chen, se pencha en avant. Et pendant ce temps, qui commande les forces militaires? Humaines? Vous, bien sûr, répondit Veltra rapidement. Mais le Concordat fournit des directives pour l'engagement, des protocoles pour les rencontres avec des espèces inconnues, et une assistance si vous êtes confronté à des menaces qui dépassent vos capacités. Quel genre de menaces?
demanda Chen. Cour laissa échapper un petit rire. N'ayez crainte, amiral. Le Concordat a maintenu la paix pendant des millénaires. Les pirates sont rares et faciles à neutraliser. Les phénomènes spatiaux dangereux sont cartographiés avec précision. Vous serez en parfaite sécurité sous notre protection. Une lueur traversa le visage de Chen. Veltra ne put la distinguer. L'amiral se contenta d'un signe de tête et prit des notes sur sa tablette. Martinez se leva. Merci pour cette présentation, ambassadrice. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de temps pour en discuter entre nous. Seriez-vous d'accord pour retourner à votre vaisseau pendant nos délibérations? Bien sûr, répondit Veltra, de nouveau perplexe. Les humains étaient si formels, si prudents. Où était l'enthousiasme? Le soulagement de ne pas être seul dans l'univers? La délégation du Concordat reprit son œuvre harmonieuse. Une fois à bord, en toute sécurité, Veltra convoqua une réunion privée avec son état-major. « Il y a quelque chose qui cloche », déclara-t-elle sans préambule. « Leur réaction est anormale. » L'officier de renseignement du vaisseau, un être nommé Drath, ressemblant à un amas de cristaux ambulants, prit la parole. « J'ai surveillé les communications humaines. Avec votre permission, ambassadeur, je souhaite vous présenter mes conclusions. Allez-y. » Drath activa une console. Des flux de données interceptés apparurent. « Allez-y. » Parlant rapidement. Commandement de la flotte, ici la station Unity. La délégation du Concordat est rentrée à bord. Protocole Gamma 7 activé. Station Unity accusée de réception. Toutes les plateformes de défense passent en condition 2. Les patrouilles du CEAL et du système extérieur ne signalent aucun contact supplémentaire. Bien reçu. L'amiral Chen souhaite une évaluation complète des capacités de leur vaisseau. Les équipes scientifiques analysent les harmoniques de leurs boucliers. L'enregistrement s'est arrêté. Veltra sentit son cœur s'emballer. Ils se préparent au conflit. Pas nécessairement, dit Drath avec prudence. Mais ils sont certainement plus vigilants que prévu. Il y a autre chose. Un autre enregistrement a été diffusé. Monsieur, quand devons-nous informer le Concordat de la classe Titan? Pas encore. Laissons-les d'abord faire leur offre officielle. L'amiral veut savoir ce qu'ils pensent réellement de nous avant de dévoiler nos intentions. Bien compris. L'indomptable volonté devrait atteindre le système extérieur dans 30 heures. La peau de Veldra changea légèrement de couleur, signe de la confusion qui régnait parmi son espèce. « Qu'est-ce que Qu'un titan ?» demanda-t-elle. « Inconnu, admit Drath. Le terme apparaît fréquemment dans les communications militaires, mais toujours avec un cryptage de haut niveau autour des détails. Quoi qu'il en soit, cela semble important. » Cort prit la parole, nerveux. Peut-être est-ce que simplement leur nom pour un cuirassé? Les espèces de niveau 3 possèdent souvent des vaisseaux de guerre, généralement petits et mal armés comparés à nos standards. Ils n'en sont pourtant pas moins fiers. Peut-être, murmura Veltra. Mais le doute la rongeait. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas correctement. Les humains disposaient d'un cryptage plus performant que prévu. Leur position défensive était plus sophistiquée que ne le laissait supposer l'analyse initiale. Et voilà qu'un vaisseau de classe Titan arrivait. « Notre classification pourrait-elle être erronée ?» demanda le diplomate tessien. « Serait-ce une civilisation de niveau 2 plutôt que de niveau 3 ?» Les cristaux de Drath vacillèrent tandis qu'il réfléchissait. « Notre système de classification est précis depuis 3000 ans. Compte tenu de leur technologie, de leur taux d'expansion et de leurs signatures énergétiques, ils sont clairement de niveau 3. Ils devaient l'être. » Mais Veltra n'en était plus si sûre. Elle avait vécu 400 ans. Elle avait vu de nombreuses espèces rejoindre le Concordat. Elle avait appris à faire confiance à son instinct. Et son instinct lui criait que l'humanité était profondément différente. « Continuez la surveillance, ordonna-t-elle, mais n'interférez pas avec leur communication. Nous attendrons leur réponse en espérant que nos craintes soient infondées. »
Les 30 heures suivantes s'écoulèrent lentement. Le vaisseau spatial Harmony Enforcement orbitait paisiblement autour de la Terre, mais l'équipage était tendu. Veltra mit ce temps à profit pour examiner toutes les données dont il disposait sur l'humanité. Elle lut leur histoire, leur littérature, leur philosophie. Ce qu'elle découvrit la mettait de plus en plus mal à l'aise. Les humains se battaient, ils se battaient entre eux. Sots, ils se battaient contre la nature. Ils luttaient contre la maladie et la mort elle-même avec une obstination frôlant la folie. Chaque page de leur histoire était écrite dans la lutte. Ils n'ont jamais renoncé. Ils n'ont jamais accepté la défaite. Même face à des obstacles insurmontables, ils ont trouvé le moyen de survivre. Ces caractéristiques étaient inhabituelles pour une espèce de niveau 3. La plupart des jeunes espèces étaient naïves, pleines d'espoir et pacifiques. Elles ignoraient encore les dures réalités de la galaxie. Mais les humains, eux, semblaient les connaître déjà, sans l'aide du Concordat. « Ambassadeur !» appela Drath d'une voix urgente. Une distorsion spatiale massive se produit aux confins du système solaire. Veldara se précipita vers le poste de contrôle. Quel genre de distorsion ? Quelque chose se détache lors des voyages supraluminiques. Quelque chose de très grand. Sur l'écran principal, l'espace lui-même commença à se déchirer. La lumière se courba et se tordit. Les relevés d'énergie s'affolèrent sur tout le spectre. Et puis, tel un prédateur surgissant des ténèbres, un vaisseau apparut. Veltra était sidéré. Le vaisseau était gigantesque. Il mesurait facilement 12 kilomètres de la proue à la poupe. Sa coque, sombre et anguleuse, était recouverte d'un blindage qui rendait leur scanner inefficace. Des ports d'armes jalonnaient sa surface, telles les dents d'une bête ancestrale. La signature énergétique de son réacteur était plus intense que celle de la plupart des stations spatiales. « Par le Concordat », murmura Kor. « Qu'est-ce que c'est ?» D'autres navires passieurs apparurent derrière. 20 destroyers, chacun comparable à l'Harmony Ennevour par sa taille et sa puissance. Ils se formèrent en une escorte parfaite autour du massif vaisseau central. Une communication parvint. La voix était humaine, masculine et d'un calme absolu. Ici, le vaisseau de guerre de classe Titan UENS, Volonté indomptable. Nous sommes ici pour des négociations diplomatiques. Veuillez transmettre vos coordonnées d'amarrage. Veltra resta muette. Elle ne pouvait que fixer l'immense vaisseau qui venait de réduire à néant toutes les certitudes du Concordat concernant l'humanité. Le pont principal de cette alliance harmonieuse était plongé dans un silence total. Chaque membre de l'équipage fixait l'écran où s'affichait la volonté indomptable du vaisseau. Ce dernier était si vaste que leurs capteurs durent dézoomer pour en capturer toute la longueur. Veltra retrouva enfin sa voix. Analyse tactique complète, tout de suite. Les cristaux de Drath pulsaient rapidement tandis qu'il travaillait. « Ambassadeur, je ne sais à peine par où commencer. La masse du vaisseau est d'environ 12 millions de tonnes. Son blindage est impénétrable à nos analyses. Je compte 470 ports d'armes de tailles diverses. La signature du réacteur suggère une puissance 8 fois supérieure à celle de tous les vaisseaux de la flotte du Concordat. 8. La voix de Kor se brisa. C'est impossible. Ce sont des vaisseaux de niveau 3. Ils ne devraient pas ne pas posséder une telle technologie de production d'énergie. Et pourtant, ils en sont manifestement dotés, répliqua Drath d'un ton sombre. Je détecte des baies de lancement capables de déployer des centaines de chasseurs. Des systèmes de défense rapprochés couvrant tous les angles. Des générateurs de boucliers qui pourraient probablement résister aux tirs soutenus d'un groupe de combat entier. Ce vaisseau n'est pas un simple navire de guerre. C'est une forteresse mobile. Veltra eut froid malgré la température agréable du pont. Comment avons-nous pu passer à côté? Comment nos premières analyses? N'ont-elles pas détecté un vaisseau de cette taille? Il n'était pas là, dit Drath. D'après les communications humaines que nous avons interceptées, il revenait d'un endroit qu'ils appellent les confins extérieurs. Il voyage à une vitesse supraluminique depuis des semaines. Les conséquences s'abattirent sur Veltra comme un poids écrasant. Si les humains avaient construit un vaisseau de ce type, ils en auraient probablement construit d'autres. Et s'ils possédaient de tels vaisseaux,
Leur capacité militaire n'atteindrait pas le niveau 3. Elle pourrait même être inférieure au niveau 2. Ouvrez un canal vers la station Unity, ordonna-t-elle. Je dois parler immédiatement au secrétaire général Martinez. La communication s'établit en quelques secondes. Martinez apparut à l'écran, impassible. Oui, ambassadeur? Secrétaire général, nous avons détecté un vaisseau de guerre de taille importante entrant dans votre système solaire. Le... Volonté indomptable, je crois? Tout à fait, répondit calmement Martinez. Il s'agit d'un de nos vaisseaux de classe Titan. Nous avons jugé opportun qu'elle soit présente pour les formalités diplomatiques. L'une d'entre elles, avait-elle dit. Veldra sentit ses jambes flancher légèrement. Combien de vaisseaux de guerre de classe Titan possède la Terre? C'est une information classifiée, ambassadeur. Mais je peux vous dire que la volonté indomptable n'est pas la seule. Martinez esquissa un sourire. J'espère que sa présence ne vous gêne pas. Elle est ici par pure formalité. Une simple formalité. Un navire de guerre de 12 kilomètres, c'est une formalité. Veltura s'efforça de garder un ton neutre. Bien sûr que non, monsieur le secrétaire général. Nous accueillons favorablement tous les participants au processus diplomatique. Parfait. Nos délibérations sont terminées. Seriez-vous disposé à retourner à la station Unity pour entendre notre réponse? Oui, nous y allons immédiatement. La communication fut interrompue. Veltra regarda son équipage. Ils affichaient tous des expressions de choc et de confusion. Les certitudes rassurantes qui avaient guidé leur approche de la Terre venaient de s'effondrer. « Devrions-nous demander des renforts ?» demanda Cord à voix basse. « Le Concordat dispose de navires de guerre que nous pourrions mobiliser. »« Et leur dire quoi ?» répliqua Veltra. « Que nous avons commis une erreur d'appréciation si grossière que nous nous sommes approchés d'une espèce lourdement militarisée avec un simple vaisseau diplomatique. Ce serait une humiliation que le Concordat n'a pas subie depuis 1000 ans. » Elle rajusta sa robe de ses 4 bras. « Non, nous procéderons avec dignité. Les humains ne nous ont pas menacés. Ils ont été d'une courtoisie irréprochable. Il y a peut-être une explication à tout cela. Mais tandis que Veldra retournait à la station Unity, elle ne put s'empêcher de contempler par le hublot cette volonté indomptable. Le vaisseau planait dans l'espace tel une lune sombre, sa surface ravina hérissée d'armes. De petits chasseurs évoluaient autour d'elle en formation précise. Des éclairs lumineux, sporadiques, le long de sa coque laissaient présager des essais d'armement ou des vérifications de système. Elle était d'une beauté terrifiante, un monument au génie militaire, et elle incarnait une philosophie bien différente de l'approche pacifique du Concordat envers la galaxie. La navette s'amarra. Veltra et sa délégation parcoururent les couloirs de la station Unity. Cette fois, elle remarqua des détails qui lui avaient échappé auparavant. Les murs étaient renforcés. Aux intersections des couloirs se dressaient des tourelles de défense automatisées, actuellement rétractées mais bien visibles. Chaque personne croisée portait un uniforme et se déplaçait d'un pas décidé. Il ne s'agissait pas d'une station diplomatique, mais d'un avant-poste militaire qui gérait également les affaires diplomatiques. Ils entrèrent dans la salle de conférence. La délégation humaine était déjà présente. L'amiral Chen était assis à côté de Martinez, son uniforme orné de médailles hauts et d'insignes. Plusieurs autres officiers les encadraient, le visage grave. « Ambassadeur Veltra, » commença Martinez, « nous avons examiné la généreuse offre d'adhésion du Concordat. » « Et, » demanda Veltra d'un ton neutre, « nous devons décliner respectueusement le statut de membre junior. » Ces mots résonnèrent dans l'air. En 3000 ans, aucune espèce n'avait refusé d'adhérer au Concordat. C'était tout simplement impensable. « Je vois, » dit Veltra avec précaution. « Puis-je vous demander pourquoi ?» Martinez jeta un coup d'œil à l'amiral Chen qui acquiesça. La secrétaire générale croisa les mains sur la table. « Ambassadeur, votre offre part du principe que la Terre est une espèce jeune et inexpérimentée, ayant besoin d'être guidée et protégée. Cette supposition est compréhensible au vu de vos premières observations de notre civilisation. Cependant, elle est inexacte. Le vaisseau de guerre de classe Titan semble le confirmer.
admit Veltra. Les vaisseaux de classe Titan s'inscrivent dans une doctrine militaire plus vaste. Chen prit la parole. Nous l'appelons la doctrine du plus jamais plus. Elle a été créée il y a 80 ans en réponse à une menace existentielle pour notre espèce. Quel genre de menace? Demanda Drath derrière Veltra. Le visage de Chen se durcit. Avez-vous déjà rencontré une intelligence artificielle autoréplicante conçue pour la guerre? Un silence glacial s'installa. Veltra sentit son sang se glacer dans ses veines. Vous voulez dire les moissonneurs. Chaque membre de la délégation du Concordat connaissait les moissonneurs. C'était le cauchemar dont on parlait à voix basse dans les plus anciens écrits. Des machines antiques qui avaient englouti des civilisations entières. Le Concordat avait retrouvé leurs vestiges sur des mondes morts aux confins de l'espace exploré. Mais ces machines étaient inactives depuis des millénaires. Elles appartenaient au passé. Elles ne représentaient plus une menace. Vous les appelez les moissonneurs, dit Martinez d'une voix calme. Nous les appelons la crise. Il y a 80 ans, une installation moissonneur dormante s'est réactivée dans un système que nous explorions. En quelques semaines, les machines avaient constitué une flotte. Elles ont attaqué nos colonies. Ils ont attaqué la Terre elle-même. Comment avez-vous survécu? Chuchota Veltro. De justesse, répondit Chen. Nous avons utilisé toutes nos ressources. Des milliards d'êtres humains sont morts. La surface de la Terre a été marquée par les bombardements orbitaux. Mais nous avons appris. Nous nous sommes adaptés. Nous avons construit des armes capables de les blesser. Et finalement, après 5 années de guerre totale, nous avons détruit la flotte des moissonneurs. Poursuivit Martinez. Les vaisseaux de classe Titan ont été construits après la catastrophe. Nous avons analysé ce qui a failli nous anéantir et avons décidé de ne plus jamais être aussi vulnérables. Chaque Titan peut engager une flotte de moissonneurs de manière indépendante. Chacun possède une puissance de feu suffisante pour stériliser une planète si nécessaire. Mais nous espérons que nous n'en arriverons jamais là, ajouta Chen, car nous avons appris autre chose durant cette crise. Nous avons appris que l'univers est cruel, qu'il n'est pas sûr et que la survie n'est garantie à personne, aussi avancé qu'on se croit. Veltra l'avait compris à présent. Les humains n'étaient pas de naïfs nouveaux venus de niveau 3. Ils étaient les survivants d'une épreuve qui aurait anéanti la plupart des espèces. Ils avaient frôlé l'anéantissement et en étaient ressortis plus forts, plus endurcis et bien plus dangereux que quiconque ne l'aurait imaginé. Vous avez dit refuser le statut de membre junior? Demanda Veltra lentement. Cela signifie-t-il que vous êtes ouvert à d'autres arrangements? Martinez sourit. Ambassadrice, nous serions ravis de rejoindre le Concordat galactique. Mais en tant qu'égaux et non en tant qu'élèves, nous avons beaucoup à apprendre de vous. Et nous soupçonnons que nous avons aussi beaucoup à enseigner. La salle de conférence avait été métamorphosée. Fini les simples expositions et les présentations polies. Désormais, les murs affichaient maintes des cartes tactiques, des images de combat et des flux de données qui racontaient l'histoire du chapitre le plus sombre de l'humanité. L'ambassadrice Veltra, assise avec sa délégation, écoutait l'amiral Chen retracer l'histoire de la crise des moissonneurs. Les images étaient terrifiantes. D'immenses vaisseaux-machines déchirant les défenses humaines. Des villes réduites subjanaires, cendres par des frappes chirurgicales, des flottes de vaisseaux humains systématiquement anéantis par des armes capables de s'adapter à chaque tactique employée. Nous venions de perdre la flotte défensive de la Terre. Les moissonneurs se préparaient à attaquer la Terre elle-même. Nous avions 3 jours pour évacuer le plus de personnes possible. Une immense station spatiale explosa à l'écran. Veltra tressaillit, malgré elle. Cort laissa échapper un petit gémissement de détresse. « Combien de personnes sont mortes dans cette bataille ?» demanda Drath d'une voix basse. « 43 000 marins, répondit Chen, plus 60 000 civils présents sur la station, qui n'ont pas pu être évacués à temps. » Martinez prit la parole. « Cette crise nous a appris plusieurs leçons essentielles. Premièrement, nous avons appris que la galaxie abrite des menaces qui ne négocient pas.
ne font preuve d'aucune pitié et avec lesquels la raison est impossible. Les moissonneurs n'avaient qu'une seule fonction, détruire toute vie organique et convertir les ressources en d'autres moissonneurs. Ensuite, poursuivit-elle, nous avons appris que nous étions seuls. Nous avons envoyé des signaux de détresse dans toutes les directions, en émettant sur toutes les fréquences possibles. Nous espérions que quelqu'un nous entendrait, nous aiderait, mais personne n'est venu. Ces mots frappèrent Bent et Veltra comme un coup de poing. Le Concordat s'enorgueillissait d'être un protecteur, mais il y a 80 ans, l'humanité implorait de l'aide, et le Concordat ignorait jusqu'à son existence. « Nous ne vous en voulons pas », dit Martinez, lisant l'expression de Veltra. La base des moissonneurs se trouvait dans un système inexploré, aux confins de ce que vous appelez les confins extérieurs. Vous ne pouviez pas le savoir, mais cette expérience nous a forgés. Nous avons compris que pour survivre, nous devions compter sur nous-mêmes. L'écran a affiché des schémas techniques. Chen a mis en évidence les éléments clés. Nous avons analysé chaque composant technologique des moissonneurs que nous avons pu récupérer. Nous avons appris le fonctionnement de leurs boucliers, de leurs armes et de leurs vaisseaux. Nous avons ensuite conçu des contre-mesures. La classe Titan en est le résultat, a ajouté Martinez. Chaque vaisseau est essentiellement une plateforme d'armement mobile conçue pour combattre les moissonneurs, un blindage lourd pour résister à leurs rayons de particules, des systèmes redondants pour que les dégâts de combat ne puissent pas paralyser le vaisseau, des réacteurs massifs pour alimenter des boucliers suffisamment robustes pour absorber des tirs soutenus, et des armes conçues spécifiquement pour percer les défenses des moissonneurs. Beltra étudia les plans. Chaque détail témoignait d'un pragmatisme brutal. Ces vaisseaux n'étaient pas faits pour l'exploration ni pour le prestige. Ils étaient faits pour la guerre, pour la survie, pour ne plus jamais se sentir impuissant. « Combien de vaisseaux de classe Titan possédez-vous » demanda-t-elle. Martinez et Chen échangèrent un regard. Chen acquiesça légèrement. Martinez se tourna vers la délégation du Concordat. 5. L'indomptable volonté, l'éternelle veille, la réponse du tonnerre, la dernière lumière et le Prométhée ascendant. Chacun est se stationner dans un secteur différent de l'espace humain. Chacun commande un groupe de combat de vaisseaux de soutien. 5. Murmura Cor. 5 vaisseaux capables chacun de défier toute notre flotte de défense. Nous ne voulons défier personne, déclara Chen d'un ton ferme. Ces vaisseaux existent pour défendre l'humanité. Rien de plus. Nous n'avons aucune ambition territoriale au-delà de nos colonies actuelles. Nous ne cherchons ni à conquérir ni à dominer. Mais nous ne nous retrouverons plus jamais dans une situation où nous ne pourrons pas nous protéger. Beltra comprit. Elle commençait à saisir l'ensemble de la situation. Qu'est-il arrivé aux moissonneurs? Les avez-vous tous détruits? Nous avons détruit toutes les unités actives, répondit Chen. Mais la base des moissonneurs elle-même n'a été que partiellement détruite. Nos scientifiques pensent que d'autres bases existent dans l'espace profond, dormantes et prêtes à l'emploi. S'ils se réveillent, l'humanité devra s'en occuper, et peut-être aussi vous, voire nous. Les cristaux de Drett émettirent une alarme. Martinez afficha une carte stellaire. Les territoires du Concordat étaient marqués en bleu, l'espace humain en vert. Et au-delà, s'étendant vers l'inconnu, une vaste zone était marquée en rouge. C'est ici que nous avons rencontré les moissonneurs, dans les régions inexplorées au-delà de nos territoires respectifs. Depuis des décennies, nous patrouillons cette zone à longue portée, à la recherche de signes d'activité des moissonneurs. Nous avons découvert 3 autres installations inactives, toutes fortement endommagées, probablement par d'anciennes guerres, mais potentiellement encore fonctionnelles. Le Concordat a maintenu la paix pendant 3000 ans, déclara lentement Veltra, car nous sommes restés dans un espace sûr et exploré. Vous voulez dire qu'il existe des menaces dans les régions inexplorées que nous n'avons jamais rencontrées? Oui, confirma Martinez. Et si les moissonneurs existent, ils représentent une menace pour tous, pas seulement pour les humains. Les mondes du Concordat seraient tout aussi vulnérables que les nôtres, voire plus, car votre doctrine militaire est défensive, non offensive.
Vos vaisseaux sont conçus pour maintenir la paix entre les espèces civilisées. Les nôtres sont conçus pour combattre les menaces existentielles. Ces implications s'abattirent sur la pièce comme un lourd voile. Le Concordat avait été si longtemps à l'abri qu'ils avaient oublié l'existence du véritable danger. Ils avaient bâti une société fondée sur la coopération et la protection mutuelle, ce qui était admirable, mais ils n'avaient aucune expérience du combat contre des ennemis qui voulaient anéantir toute vie. L'humanité, elle, possédait cette expérience, et ils l'avaient payée de leur sang. Vous avez évoqué l'enseignement autant que l'apprentissage, dit Veltra, pensive. Que vouliez-vous dire par là? Chen activa un autre écran. Eltra demanda, pensive. Que vouliez-vous dire par là? Chen activa un autre écran. Celui-ci affichait des exercices d'entraînement, des simulations tactiques et des manuels de doctrine de combat. Le Concordat possède la technologie dont nous avons besoin. De meilleurs capteurs, des moteurs plus efficaces, des avancées médicales qui pourraient aider des milliards de personnes. Mais nous avons aussi quelque chose dont vous avez besoin. Nous avons appris à combattre, à survivre, à affronter des situations désespérées et à trouver des moyens de gagner. Nous avons également acquis une expertise en matière de coordination défensive à une échelle sans précédent, a ajouté Martinez. Pendant la crise, nous avons dû intégrer chaque plateforme défensive, chaque navire de guerre, chaque installation terrestre au sein d'un réseau coordonné unique. Nous avons dû prendre des décisions en une fraction de seconde à l'échelle de systèmes stellaires entiers. Nos systèmes de commandement et de contrôle sont probablement les plus avancés de la galaxie, nés d'une nécessité absolue. Veltra se leva et se dirigea vers la carte stellaire. Elle étudia la zone rouge, imaginant ce qui pouvait se cacher dans ces systèmes inexplorés. Des installations moissonneurs endormies, peut-être d'autres menaces encore inconnues. La galaxie semblait soudain bien plus dangereuse qu'elle ne l'était ce matin-là. Le Conseil du Concordat devra en discuter, dit-elle enfin. Ce que vous nous avez révélé change tout. Nos hypothèses concernant la sécurité de la galaxie, nos priorités en matière de défense, nos protocoles de premier contact. Nous comprenons, répondit Martinez. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais pendant que vous délibérez, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Quoi donc? Martinez sourit et, pour la première fois, Veltra y perçut une véritable chaleur. Malgré tout ce que nous avons vécu, malgré les cicatrices que nous portons, nous souhaitons sincèrement rejoindre le Concordat. Nous croyons en la coopération entre les espèces. Nous croyons en la paix. Nous croyons simplement qu'il faut être assez fort pour défendre cette paix. Nous ne vous demandons pas de devenir des guerriers. Nous vous proposons de veiller pendant que vous continuez à faire ce que vous faites de mieux. Bâtir des ponts entre les civilisations. Veltra sentit quelque chose changer en elle. Le choc initial s'estompait, laissant place à la compréhension et peut-être même à l'espoir. Vous proposez un partenariat. Nous apportons nos connaissances et notre expertise diplomatique. Vous, nos capacités militaires et notre capacité d'évaluation des menaces. Exactement, confirma Chen. Ensemble, nous sommes plus forts que chacun de nous ne le serait seul. Vous pouvez nous apprendre à être de meilleurs voisins, de meilleurs diplomates, de meilleurs bâtisseurs. Nous pouvons vous apprendre à protéger ce que vous avez bâti. Pour la première fois depuis l'arrivée de cette volonté indomptable, Veltra sentit sa confiance revenir. Ce n'était pas le désastre qu'elle avait redouté. C'était une opportunité. Une chance pour le Concordat d'évoluer au-delà de ses frontières confortables et d'affronter la véritable galaxie. Je transmettrai votre proposition au Conseil, dit-elle, et je recommanderai l'adhésion pleine et entière de l'humanité. D'égal à égal, Martinez tendit la main dans un geste d'approbation typiquement humain. Veltra la serra des siennes. Bienvenue dans la communauté galactique, secrétaire général. Nos débuts ont peut-être été maladroits, mais je suis convaincu que ce partenariat restera longtemps gravé dans les mémoires. 3 semaines plus tard, l'ambassadrice Veltra se tenait dans la salle du Grand Conseil du Concordat galactique. Cette salle était un chef-d'œuvre architectural, un vaste dôme pouvant accueillir les représentants des 47 espèces membres. Ce jour-là, elle les réunissait tous.
Chaque espèce avait dépêché ses ambassadeurs, ses conseillers militaires et ses scientifiques. Ce que l'humanité avait révélé était trop important pour être ignoré. L'écran holographique au centre de la salle diffusa à nouveau les images de la crise des moissonneurs. Les membres du Conseil, pétrifiés d'horreur, observèrent et les vaisseaux humains luttaient désespérément contre les hordes de machines. Une fois les images terminées, un long silence s'installa. Le chancelier Voss, chef du Conseil du Concordat, prit la parole le premier. En 3000 ans de paix, nous nous sommes installés dans un confort illusoire, peut-être même excessif. Ambassadrice Veltra, vous avez examiné toutes les données fournies par l'humanité. Quel est votre constat? Veltra s'avança. Ses avant-bras s'agitèrent tandis qu'elle parlait. Messieurs les membres du Conseil, je crois que l'humanité représente à la fois un signal d'alarme et une opportunité. Ils nous ont montré que la galaxie recèle des menaces auxquelles nous n'étions pas préparés, mais ils nous ont aussi montré comment les affronter. Sommes-nous certains que ces moissonneurs représentent un réel danger? Demanda un représentant du collectif tessien. Ils ont été vaincus il y a 80 ans. Peut-être ont-ils disparu. Nous ne pouvons pas prendre ce risque, répondit Veltra. L'humanité a découvert 3 autres installations dormantes. Si l'une d'entre elles se réveillait, elle pourrait menacer plusieurs mondes avant même que nous puissions organiser une riposte. Nos forces armées actuelles sont conçues pour le maintien de la paix, non pour une guerre existentielle. Alors, que proposez-vous? Demanda le chancelier Voss. Je propose que nous acceptions l'humanité comme membre à part entière du Concordat, avec un statut et des droits de vote égaux. De plus, je propose une initiative militaire conjointe. L'humanité partagera son expérience du combat et ses technologies de défense. Nous partagerons nos avancées scientifiques et nos réseaux diplomatiques. Ensemble, nous créerons une nouvelle stratégie de défense capable de protéger tous nos mondes. La salle s'est animée de discussions. Certains représentants étaient enthousiastes, d'autres inquiets. Certains étaient effrayés à l'idée de militariser le Concordat pacifique. Le chancelier Voss leva la main pour demander le silence. Écoutons les humains eux-mêmes. Secrétaire général Martinez, vous avez assisté à ces débats. Souhaiteriez-vous prendre la parole devant le Conseil? Martinez se leva de la tribune des observateurs et se dirigea vers le centre de la salle, accompagné de l'amiral Chen. Même ici, entourée de dizaines d'espèces extraterrestres, elle se déplaçait avec une assurance tranquille. Monsieur le conseiller, commença Martinez, l'humanité ne souhaite pas modifier le Concordat. Vous avez bâti quelque chose de remarquable. Une société fondée sur la coopération, le partage des connaissances et la coexistence pacifique. C'est précieux et il faut le protéger. Nous proposons simplement notre aide pour sa protection. En envoyant des vaisseaux de guerre dans nos territoires pacifiques, lança un représentant de l'Union Cortane. En étant honnête quant à la réalité de l'univers, répondit Chen, la paix n'est pas l'état naturel de la galaxie. C'est un bien qu'il faut préserver et défendre. Vous l'avez admirablement maintenu à l'intérieur de vos frontières. Nous proposons notre aide pour défendre votre territoire contre les menaces extérieures que vous n'avez pas encore rencontrées, poursuivit Martinez. Nous proposons une initiative de défense conjointe. Des vaisseaux humains de classe Titan patrouilleront les régions frontalières, les zones situées entre l'espace du Concordat et l'inconnu. Nous serons votre système d'alerte précoce. Si une menace apparaît, nous serons les premiers corps à la détecter et nous vous alerterons immédiatement. En échange, nous avons accès à vos connaissances, à vos réseaux commerciaux et à votre expertise diplomatique. Et si vous découvrez des menaces? Demanda le chancelier Voss. Que se passe-t-il alors? Nous évaluons la situation ensemble, répondit fermement Martinez. Nous partageons tous les renseignements, nous. Décidons ensemble de la riposte à apporter. L'humanité ne prétend pas être l'armée du Concordat. Nous souhaitons être partenaires en matière de défense mutuelle. La discussion s'est prolongée pendant des heures. Les représentants ont posé des questions sur la doctrine militaire humaine, sur les capacités des vaisseaux de classe Titan, sur les moissonneurs et leur impact sur la sécurité galactique. Martinez et Chen ont répondu à chaque question avec franchise et exhaustivité. Finalement, le chancelier Voss demanda un vote. La question qui nous était posée était la suivante.
Devions-nous accorder à l'humanité le statut de membre à part entière du Concordat galactique et approuver l'initiative de défense conjointe telle que proposée? Le vote ne fut pas unanime. Certaines espèces restaient sceptiques. Mais au terme du dépouillement, 39 espèces avaient voté pour. C'était largement suffisant. Alors, c'est décidé, annonça le chancelier Voss, au milieu des acclamations, traduites par des dizaines d'appareils de communication dans des dizaines de langues. Martinez sourit et s'inclina, un geste humain empreint de respect. Nous sommes honorés. Nous ne vous décevrons pas. Un mois plus tard, l'indomptable volonté flottait dans l'espace, aux côtés de l'Harmony Endeavour. Le contraste entre les deux vaisseaux était saisissant. L'un, élégant et raffiné, était conçu pour la diplomatie. L'autre, anguleux et imposant, était conçu pour la guerre. Pourtant, ils volaient ensemble en formation parfaite. Sur la passerelle de l'Integrated Ship, Veltra observait les deux vaisseaux se préparer à passer en vitesse supraluminique. Leur destination était la frontière, la limite de l'espace connu où les installations des moissonneurs avaient été découvertes. C'est étrange, dit Cort à ses côtés. Il y a 1 mois, ce vaisseau m'effrayait. À présent, il m'inspire confiance. C'est parce que vous comprenez maintenant ce qu'il représente, répondit Veltro. Non pas l'agression, mais la détermination. Non pas la conquête, mais la survie. Un message parvint de l'indomptable volonté. Le capitaine Roberts apparut à l'écran, une femme au visage sévère, aux cheveux gris et au regard perçant. « Ambassadrice, nous sommes prêts à intervenir dès que vous nous signalez. »« Merci, capitaine. » Les deux vaisseaux effectueront le saut supraluminique simultanément. Bien compris. Ambassadeur, je tiens à vous dire que c'est un honneur de servir aux côtés du Concordat. Mon équipage et moi-même ferons tout notre possible pour prouver que l'humanité est digne de cette confiance. Vous l'avez déjà prouvé, capitaine, répondit chaleureusement Veltra. Vous l'avez déjà prouvé. Les deux vaisseaux activèrent simultanément leurs moteurs supraluminiques. L'espace se tordit et se courba autour d'eux. Dans un éclair de lumière, ils disparurent, emportés ensemble vers l'inconnu. Derrière eux, à la station Unity, les travaux sur les initiatives communes avaient déjà commencé. Les scientifiques du Concordat étudiaient là les systèmes de défense humains. Les ingénieurs humains se familiarisaient avec la technologie des capteurs du Concordat. Des équipes diplomatiques des deux camps s'efforçaient d'intégrer l'humanité aux vastes réseaux commerciaux, reliant 47 mondes. Dans les académies militaires du Concordat, de nouveaux cursus étaient mis en place. Théorie du combat, évaluation des menaces, protocole d'intervention d'urgence. Pour la première fois en 3000 ans, le Concordat se préparait à l'éventualité d'une véritable guerre, non par peur, mais par sagesse. La galaxie était immense et regorgeait de merveilles, mais elle recelait aussi des dangers. Mieux valait être préparé et ne jamais en avoir besoin que d'être pris au dépourvu lorsqu'une catastrophe survenait. Sur Terre, les enfants contemplaient les étoiles avec un enthousiasme nouveau. Ils n'étaient pas plus seuls. L'humanité avait désormais des amis, des alliés, des partenaires pour explorer le cosmos. Le Concordat leur avait ouvert ses portes et son cœur. Et bien au-delà des limites de l'espace connu, dans les profondeurs obscures entre les étoiles, des machines dormaient dans d'antiques installations. Elles dormaient depuis des millénaires. Elles pourraient dormir encore des millénaires ou se réveiller demain. Mais, si elles se réveillaient, elles ne trouveraient pas de proie sans défense. Ils découvriraient l'humanité en faction, forte de la puissance combinée de 48 espèces. Ils constateraient que le Concordat n'était plus naïf, mais conscient et préparé. L'indomptable Will et ses vaisseaux jumeaux patrouillaient dans l'obscurité, gardiens silencieux veillant sur la lumière. À bord de l'harmonieux Endeavour, l'ambassadrice Veltra consulta les cartes stellaires et sourit. Ils étaient nains venus sur Terre, s'attendant à trouver des enfants en détresse. Au lieu de cela, ils avaient trouvé des protecteurs prêts à veiller sur eux. Le Concordat avait proposé à l'humanité d'y adhérer. L'humanité avait accepté
et offert en retour quelque chose d'aussi précieux. La conviction, chèrement acquise, que la paix devait être défendue, et la volonté de se dresser sur le rempart pour que d'autres puissent dormir en sécurité. C'était, pensa Veltra, le début d'un partenariat qui allait remodeler la galaxie, non par la conquête ou la domination, mais par la coopération entre ceux qui ont bâti et ceux qui ont défendu. Ensemble, ils étaient plus forts et ils étaient plus forts. Ensemble, ils affronteraient tout ce que l'univers leur réservait. Et quelque part dans les profondeurs de l'espace, les deux vaisseaux s'élancèrent dans l'inconnu, côte à côte, prêts à affronter l'avenir.